Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de la rédaction. Voici les trois principaux titres de l'actualité. Au Kenya, c'est un climat de désillusion qui règne après les 100 premiers jours de mandat du président Ruto. Sécheresse inédite, dévaluation de la monnaie, sécurité régionale dégradée. Les défis sont nombreux pour le président. En République démocratique du Congo, l'ONU a décidé d'assouplir l'embargo sur l'exportation d'armes, une décision saluée par Kinshasa comme une injustice réparée. Enfin, nous parlerons de cinéma. La star d'origine sénégalaise Omar Sy a présenté à Dakar le film Tirailleurs de Mathieu Vadepied. Ce film est un hommage aux centaines de milliers d'Africains qui se sont battus pour la France pendant les guerres mondiales. Je vous le disais dans les titres, au Kenya, les 100 premiers jours de mandat du président Ruto ne sont pas très concluants. Homme d'affaires parti de rien pour devenir l'une des plus grandes fortunes du pays, William Ruto a été élu en se présentant comme le défenseur des débrouillards, du petit peuple, promettant de créer des emplois et de s'attaquer à l'inflation galopante. Pourtant, depuis son élection, pour beaucoup de citoyens, la vie est plus dure. Aymeric Towignon. Fini les moments d'euphorie au lendemain de l'élection de William Ruto à la présidentielle au Kenya. 100 jours après son investiture, c'est la désillusion dans le rang de nombreux citoyens du pays. Une bonne partie des promesses faites par le candidat Ruto, surtout celles qui devraient voir le jour dès sa prise de fonction, peinent à être concrétisées. Les 100 premiers jours furent une déception dans la mesure où l'administration ne tient pas ses promesses. Ils ont fait des promesses très claires et concrètes qui devaient être concrétisées au cours des 100 premiers jours. Pour certaines d'entre elles, ils ont demandé plus de temps au lieu de 100 jours. Ils ont demandé 1 an. Pour d'autres, ils ont préféré leur tourner le dos. Pour beaucoup d'électeurs, le nouveau président n'a pas encore fait suffisamment pour améliorer le sort des Kenyans. Après son entrée au State House, le palais présidentiel, William Ruto a réduit certaines subventions, notamment sur le carburant mis en place par son prédécesseur Uhuru Kenyatta, dont il était le vice-président. L'emblématique fonds des débrouillards, même s'il a été lancé en novembre, ne fait pas de prêt sans intérêt comme promis pendant la campagne. Selon cet analyste, toutes les promesses de campagne de l'équipe Ruto se heurtent à la dure réalité du pouvoir. Les 100 premiers jours sont toujours difficiles. C'est un nouveau gouvernement. Vous savez, vous avez l'impression que les membres du gouvernement ont sous-estimé la gestion du gouvernement. Ils ne savent pas à quel point c'est énorme. Ce n'est pas facile de diriger un gouvernement. Le gouvernement est grand et ses défis aussi. Vous avez le sentiment qu'ils commencent à comprendre que ce n'est pas aussi facile qu'ils le pensaient. Pour cette raison, nous leur pardonnerons les erreurs qu'ils commettent et nous leur donnerons un 5 sur 10. Au moins, le navire flotte. Certains opposants accusent également William Ruto de mener une vendetta politique après la mise à pied début décembre de 4 responsables de la commission électorale qui avaient dénoncé les résultats du scrutin présidentiel. Malgré des débuts jugés décevants, William Ruto a encore un peu plus de 4 ans pour réaliser ses promesses, surtout celle de redynamiser l'économie en réduisant la dette publique kenyane. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa promet de lutter contre la corruption après sa réélection à la tête de l'ANC, le parti au pouvoir. L'actuel président sud-africain est désormais assuré d'un second mandat à la tête du pays en cas de victoire aux élections générales de 2024. Rappelons qu'il a quand même failli être destitué de son poste pour avoir été accusé de garder chez lui des liasses d'argent sale, préférant étouffer l'affaire, quand des cambrioleurs ont dérobé l'importante somme en dollars en 2020 dans sa propriété. Écoutez le président. Nous devons agir avec détermination pour nous assurer que nous nous attaquons aux perturbations, par exemple les délestages qui font reculer notre économie. Nous devons également supprimer les obstacles à une croissance économique plus rapide et à la création d'emplois. Nous devons agir contre les représentants publics et les fonctionnaires qui retardent les réformes vitales dont nous avons besoin pour construire une économie florissante.
En visite à Dakar mardi, le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin s'est entretenu avec son homologue Félix-Antoine Diome sur la coopération pour lutter contre le trafic de stupéfiants et notamment de crack à Paris. Le ministre français de l'Intérieur a dit vouloir couper court à la rumeur sur un intense trafic de drogue entre les deux pays. Écoutez-le. Nous constatons, et je pense que c'est un point de vue partagé dans nos renseignements, qu'il n'y a pas, ou en tout cas pas dans des quantités très importantes, de drogue qui circulent entre le Sénégal et la France. Mais nous constatons que des personnes qui peuvent venir de Sénégal en France peuvent être coupables de ce trafic de drogue. En Centrafrique, l'enquête sur le colis piégé avance. Il venait du Togo et l'expéditeur a été identifié selon les premiers éléments de l'enquête. Rappelons que l'explosion du colis a blessé un représentant russe à Bangui vendredi dernier. Une attaque que le chef du groupe paramilitaire russe Wagner avait immédiatement imputée à la France avant que Paris ne démente ses accusations. Au Burkina Faso, le gouvernement souhaite que la Russie soit un allié dans la lutte contre le terrorisme. C'est une déclaration du Premier ministre burkinabé au terme d'une visite de près d'une semaine en Russie. Il a donc déclaré que son pays s'est engagé ces derniers temps à diversifier ses partenariats, qu'il souhaitait avoir la Russie comme allié dans la lutte contre le terrorisme. Un partenariat qui a développé une brouille diplomatique avec le Ghana. Le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, a d'ailleurs affirmé au sommet États-Unis-Afrique que le Burkina Faso a fait appel au service de la compagnie militaire privée russe Wagner pour lutter contre les groupes terroristes en contrepartie de l'exploitation d'une mine d'or dans le sud du pays. Le Burkina Faso a nié les faits. En République démocratique du Congo, l'ONU a décidé d'assouplir l'embargo sur l'exploitation d'armes, une décision saluée par Kinshasa comme une justice réparée. Par ailleurs, les membres du Conseil de sécurité ont décidé de prolonger le mandat de la MONUSCO jusqu'au 20 décembre 2023. Plus de détails avec Émeric Towignan. C'est une victoire diplomatique pour la RDC. L'assouplissement de l'embargo sur l'exportation d'armes par le Conseil de sécurité des Nations Unies est une délivrance pour le pays. La résolution adoptée mardi à l'unanimité retire la mention qui exigeait précédemment que le pays informe le Conseil de sécurité et ses 15 membres de toute vente d'armes ou d'aide militaire à la RDC. Le gouvernement salue l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution levant l'exigence de notification d'achat d'armes en vertu du régime de sanctions 1533 de la République démocratique du Congo. Cet embargo de l'ONU pesait sur le pays depuis l'année 2000. La décision avait été prise à l'époque face à l'étendue des violences dans ce pays d'Afrique centrale. En 2008, le Conseil de sécurité a amendé son régime de sanctions pour qu'il s'applique seulement aux groupes armés. Mais il demandait toujours que Kinshasa notifie à un comité de surveillance tout achat d'armes. Une restriction qui, selon les autorités congolaises, empêche le pays de se défendre contre les groupes armés qui sévissent sur son territoire. La diplomatie congolaise a donc multiplié les offensives pour une levée de ces sanctions, surtout cette année, poussée par la résurgence de la rébellion du M23. Des offensives qui ont finalement payé. Cette résolution approuvée à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité vient ainsi réparer une injustice qui empêchait notre pays de se doter librement d'équipements militaires devant permettre aux forces armées de la FARDC d'avoir les capacités nécessaires à défendre la patrie face notamment à l'agression rwandaise sous couvert du mouvement terroriste M23. À part le vote de cette résolution qui assouplit l'embargo sur l'exportation des armes vers la RDC, le Conseil de sécurité des Nations Unies a également renouvelé mardi d'1 an supplémentaire le mandat de la mission de maintien de paix dans le pays. Le président ukrainien, qui n'a pas quitté son pays depuis l'invasion par la Russie le 24 février dernier, est reçu ce mercredi à la Maison-Blanche par Joe Biden avant de s'adresser au Congrès américain. Ce sera donc son premier déplacement international depuis le début de la guerre. Une nouvelle tranche d'aide militaire de presque 2 milliards de dollars est annoncée par les États-Unis.
En France, les vacances commencent mal. La SNCF se met en grève à quelques jours de Noël. Les trains supprimés sont déjà annoncés. Une grève des contrôleurs SNCF va donc perturber le trafic ferroviaire entre le 23 et le 26 décembre, alors que de nombreux Français prennent le train pour retrouver leur famille durant les fêtes. Soukaina Skali. C'est un mouvement de grève qui pourrait bousculer les plans de quelques 200 000 voyageurs. Conséquence de l'appel à la grève lancé par un collectif de chefs de bord, un voyageur sur 4 verra son train supprimé pour le week-end. Alors moi je ne vais pas être impactée, mais mes enfants oui, parce qu'ils redescendent, là on va en Normandie, et ils redescendent dimanche. Et bien sûr, à tous les coups, leur train va être supprimé. Et moi, c'est pas que je sois contre la grève, c'est très bien et tout, mais pas au moment des fêtes de Noël. Ça vraiment, c'était la chose à ne pas faire. En tête des revendications, une revalorisation salariale des contrôleurs de la SNCF. Ils réclament également une meilleure reconnaissance de la spécificité de leur métier, comme les horaires décalés. À l'heure actuelle, la vie devient de plus en plus difficile et tout a augmenté et les salaires ne suivent pas. Donc en fait, je comprends les gens qui peuvent partir en mouvement à ce moment-là. Même si ça nous a gênés personnellement, puisqu'on vient de changer notre billet de retour Paris-Marseille. Face à ces annulations, Christophe Fanichet, le directeur général de la SNCF, a décidé de mettre en place des mesures de remboursement exceptionnelles. On va rembourser pour les voyageurs qui ne circuleront pas et dont leur train sera annulé, c'est 200% de remboursement. Parce que oui, je trouve que la période, elle est très particulière, c'est Noël, et une entreprise comme la nôtre, elle est à l'écoute de ses clients, et aujourd'hui, cette grève elle est inacceptable, et nos clients, ce geste, on le devait. Depuis novembre, le dialogue entre le collectif de contrôleurs et la SNCF semble au point mort. Le 7 décembre dernier, la direction a proposé d'augmenter la prime de travail des chefs de bord de 600 € par an. Des propositions acceptées par la CGT et Sudrail qui n'appellent pas à arrêter le travail. Et tout de suite, le reste de l'actualité internationale, commenté par Valentine Exantus et Noël Ndong. Le président français Emmanuel Macron rencontre ce mercredi le roi Abdallah de Jordanie à Amman. Au cœur de la discussion, le conflit israélo-palestinien et la lutte contre le terrorisme au Moyen-Orient. La Jordanie est un allié important de la France dans la région. À quelques heures de l'entrée en fonction du nouveau gouvernement en Israël, les deux hommes devraient évoquer le conflit israélo-palestinien. La Jordanie ne cache pas son inquiétude quant à la dégradation de la situation, une impasse aux yeux d'Amman. Le conflit du Moyen-Orient entre Israël et la Palestine dure depuis 1948, avec la création de l'État d'Israël. Ces tensions géopolitiques sont matérialisées par des affrontements dans la bande de Gaza, à Jérusalem, ou par les déclarations polémiques d'hommes politiques. L'Europe est touchée par une épidémie de grippe aviaire foudroyante et la plus dévastatrice de son histoire. La grippe aviaire n'a jamais fait autant de ravages sur le vieux continent. Depuis septembre, l'épidémie n'a pas reflué et les contaminations redoublent à l'approche de l'hiver, le virus ne s'étant pas éclipsé à la faveur de l'été. Entre le 10 septembre et le 2 décembre 2022, près de 400 foyers ont été répertoriés dans les élevages de 18 pays européens, avec en tête la France, le Royaume-Uni et la Hongrie. Le virus a aussi été détecté plus de 600 fois chez des oiseaux sauvages et notamment aquatiques qui pourraient avoir contribué à propager le virus à l'intérieur des fermes, selon un rapport de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. L'armée russe va déployer des bases navales de soutien à sa flotte à Mariupol et Berdjansk, deux villes qu'elle occupe dans le sud de l'Ukraine. L'une des priorités de Moscou est le déploiement de bases navales pour les navires de soutien. Les services de secours d'urgence et les unités de réparation navale dans deux villes ukrainiennes occupées de Berdjansk et de Mariupol, a affirmé le ministre de la Défense Sergueï Shoïgu. Ce dernier s'exprimait à l'issue d'une réunion tenue par le président Vladimir Poutine. Cette rencontre est censée fixer les objectifs de l'armée russe pour l'année 2023. Le président russe a affirmé que son pays allait continuer de développer son potentiel militaire, y compris la préparation au combat de ses forces nucléaires en plein conflit en Ukraine et en pleine crise avec les Occidentaux. En Afghanistan, l'accès à l'université est interdit aux femmes sur une décision des talibans. Les jeunes filles étaient déjà privées d'enseignement secondaire depuis l'accession au pouvoir des fondamentalistes islamistes en août 2021, dans un pays où l'éducation devient progressivement réservée aux hommes. Souheila SBI.
C'est dans la nuit de mardi à mercredi que le régime des talibans a annoncé que les universités afghanes publiques et privées étaient désormais interdites aux femmes, et ce, pour une durée indéterminée. Le régime ultra-rigoriste n'a pas fourni d'explication pour justifier cette décision qui indigne profondément les étudiantes, privées brutalement d'accès aux établissements scolaires. Les talibans se concentrent entièrement sur la manière d'exclure les femmes. Ils ne veulent pas que les femmes participent au développement du pays et travaillent aux côtés de nos frères. Ils veulent seulement que les femmes restent à la maison et donnent naissance à des enfants. C'est tout. Ils ne veulent rien de plus pour elles. Une décision radicale qui a fait réagir les réseaux sociaux avec l'émergence du hashtag #LetHerLearn, laissez-les apprendre. De nombreux témoignages d'indignation et de soutien à travers le monde sont apparus sous ce hashtag. Le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a lui aussi vivement critiqué cette annonce. Les talibans devraient s'attendre à ce que cette décision, qui contredit les engagements qu'ils ont eus eux-mêmes, pris publiquement et devant leur peuple, ait des conséquences concrètes pour eux. Ils savent qu'avec la mesure qu'ils ont prise, ils ont sérieusement, peut-être même irrémédiablement, sapé l'une de leurs plus profondes ambitions dans l'un des autres domaines dans lesquels ils cherchent à progresser, à savoir l'amélioration et le renforcement des relations avec les États-Unis et le reste du monde. Déjà privées d'accès à plusieurs lieux, tels que les parcs, les jardins, les salles de sport ou encore les bains publics, les femmes afghanes voient la liste de leurs libertés rognées par un régime taliban de plus en plus décrié. Dans un tout autre registre, parlons de cinéma. La star d'origine sénégalaise Omar Sy a présenté à Dakar le film Tirailleurs de Mathieu Vadepied. Ce film est un hommage aux centaines de milliers d'Africains qui se sont battus pour la France pendant les guerres mondiales. Valentine Exantus. D'habitude, il est celui qui est filmé par les caméras et autres téléphones portables. Mais pour la circonstance, Omar Sy veut aussi immortaliser l'instant. Entouré de ses parents et du réalisateur Mathieu Vadepied, l'acteur français d'origine sénégalaise est venu à Dakar pour présenter son dernier film, Tirailleurs. Un hommage aux centaines de milliers d'Africains qui se sont battus pour la France pendant les guerres mondiales. Beaucoup d'émotions mélangées entre un peu de tristesse et de nostalgie déjà parce que c'est un peu la fin du parcours. C'est un peu là qu'on lâche le film et qu'on n'a vraiment plus d'emprise et qu'on peut plus rien modifier. Donc il y a un peu de ça. Il y a de la fierté parce qu'on l'a fait, on est très content de ça. Et de venir ici, le montrer à Dakar aussi, il y a une part de fierté. Le film retrace l'histoire d'un jeune Sénégalais nommé Tierno, recruté de force par l'armée française en 1917 lors de la Première Guerre mondiale. Sans prétention historique, le film cherche à rappeler au grand public l'importante contribution de ces hommes qui se sont engagés de gré ou de force aux côtés de la France lors des 2 guerres mondiales. Ce n'est pas une leçon d'histoire, c'est vraiment essayer de toucher pour transmettre et pour faire prendre conscience aux gens que cette histoire entre la France et le Sénégal et les autres pays d'Afrique, c'est une histoire lointaine et commune maintenant. Voilà, on est ensemble. C'est l'une des premières fois que l'histoire de Tirailleurs est portée à l'écran. Et cela ravit les nombreux privilégiés venus voir le film en avant-première. Moi je sais que dans toute ma scolarité, on est passé très très vite et bien trop vite sur la question. C'est pour ça que je pense que ces films-là sont absolument essentiels. Parce qu'on a besoin de films comme ça pour toucher les esprits, pour marquer les populations et pour le devoir de mémoire. Selon l'acteur Omar Sy, les générations précédentes n'avaient pas forcément besoin de ce récit parce qu'il était douloureux. Mais à travers ce film, le pari de donner une voix à ces hommes semble réussi. La sortie du film est prévue pour le 4 janvier en France et le 6 janvier au Sénégal. On termine cette édition avec du football, avec le retour des Lions de l'Atlas au Maroc. Ils sont arrivés hier soir à l'aéroport de Rabat. Ils se sont ensuite dirigés en bus vers le Palais Royal, sous les vivas des Marocains venus en nombre à la capitale pour célébrer leur héros. Retour sur la sélection marocaine avec Lorraine Mabou. Une foule dense, des cris de joie, des supporters marocains de tous âges et de tous milieux confondus, massés hier en fin d'après-midi pour accueillir le héros. Perchés dans un autobus à Impérial Rouge, les Lions de l'Atlas ont été célébrés et escortés depuis l'aéroport jusqu'aux avenues du centre de la capitale marocaine. C'était génial, on est très heureux, on est très fiers, on est fiers de notre pays, on est fiers de notre équipe, on doit juste fêter ça. Après une incroyable épopée qui les a conduits en demi-finale du mondial au Qatar, les joueurs rentrent enfin chez eux.
Première équipe africaine ou arabe, les Lions de l'Atlas ont brisé un plafond de verre en atteignant le dernier carré d'une Coupe du Monde. Ils ont écrit une page mémorable de l'histoire du football africain et rendu fier le supporter au-delà des frontières du Maroc. Honnêtement, je ne m'attendais pas à aller aussi loin. Mais vous savez, à mon avis, tout ce que nous avons reçu de toutes les nations arabes, nous avons fait un excellent parcours et tout l'amour que nous avons reçu et tout l'amour que nous recevons du monde entier, alhamdoulilah, nous avons pu faire un excellent parcours. Avant de s'incliner 2-0 contre la France, les hommes de Walid Regragui ont éliminé 2 favoris en 8e et en quart, l'Espagne et le Portugal. Je n'arrive même pas à croire qu'ils soient allés si loin, mais ça a été un si beau parcours que de les voir battre l'Espagne et le Portugal. Je veux dire, regarder Cristiano Ronaldo quitter le terrain en pleurant, personne n'aurait jamais pensé que cela puisse arriver. Honorés comme il se doit, les joueurs, le encadrement et le président de la Fédération marocaine de football ont été reçus et décorés par le roi Mohamed VI. Les héros marocains vont enfin retrouver leur famille, l'épopée du Qatar bien gravée dans le cœur, comme dans ceux de leurs supporters. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Sud.